Salut à tous et bienvenue dans Malt à propos, épisode 16. En tant qu'amateur de whisky, on a tous un profil de single malt qui nous fait un peu plus vibrer que les autres. Personnellement, j'ai un faible pour les whiskies qui ont passé tout ou partie de leur vieillissement dans des fûts de sherry. Mais au fait, c'est quoi exactement le sherry? Et comment d'un simple tonneau, un whisky peut-il prendre cette magnifique couleur d'ébène et ces non moins magnifiques arômes de fruits noirs, de noix, de chocolat et même parfois de café ou de tabac? Inutile de faire durer le suspense plus longtemps, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et je vais déguster aussi bien sûr. Sherry tout d'abord, c'est un terme anglais, à ne pas confondre avec le terme sherry avec un C qui veut bien sûr dire cerise. Celui-ci commence par un S. Mais en français, on dit xérès, comme dans vinaigre de xérès, ou rérès si on prononce à l'espagnol. Le xérès, c'est un vin fortifié à l'eau de vie qui est produit dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, autour de la ville de Xérès de la Frontera ou Jerez de la Frontera. Pourquoi d'ailleurs on utilise un terme anglais pour désigner ce vin, sherry plutôt que Xérès? Eh bien c'est parce que c'était surtout les Britanniques qui étaient friands de ce breuvage. Ils en faisaient venir d'énormes quantités par bateau chaque année, jusqu'à 170 millions de litres par an dans les années 70. Comme pour l'utilisation de la tourbe, je vous invite d'ailleurs à voir l'épisode précédent de Malt à propos qui traitait du sujet. Comme pour l'utilisation de la tourbe, c'est pour des raisons purement économiques que l'industrie du whisky écossaise a d'abord utilisé les fûts de sherry pour faire vieillir sa production. Tous les fûts ayant servi au transport du sherry d'Espagne en Angleterre, il revenait moins cher de les stocker dans les ports anglais que de les ramener à destination. Et du coup, ça faisait des centaines, des milliers de fûts chaque année qui restaient sur les docks à ne servir à rien. Et c'est donc tout naturellement que les distillateurs écossais leur ont trouvé une deuxième vie. Et c'est ainsi que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'essentiel de la production écossaise de whisky était vieilli dans des fûts de sherry. Et ce n'est qu'à partir de 1945 que le fût de Bourbon a commencé à remplacer progressivement le fût de sherry. Alors ce changement dans l'utilisation des fûts, il est notamment dû à la baisse continue de la consommation de sherry en Angleterre depuis la fin des années 70. On est vraiment arrivé à des niveaux très très bas aujourd'hui. Mais le paradoxe, c'est que l'industrie du whisky, elle, est de plus en plus demandeuse de ces fûts. On assiste en effet à un retour en grâce du vieillissement dans des fûts de sherry. Et il y a donc une tension sur les fûts de sherry aujourd'hui. D'où viennent du coup tous ces fûts de sherry utilisés dans l'industrie du whisky écossaise aujourd'hui? Ils viennent toujours du sud de l'Espagne, sauf qu'on ne les utilise plus comme avant. Autrefois, les distillateurs utilisaient donc les fûts ayant servi au transport du sherry entre l'Espagne et l'Angleterre. Mais depuis, la loi espagnole a imposé l'embouteillage du sherry en Espagne, comme le whisky en Écosse. Pareil. Aujourd'hui, les distilleries écossaises, elles passent directement commande de fûts, des commandes très spécifiques, au cahier des charges très précis, au bodega, au domaine viticole espagnol. Donc il y a tout dans ces commandes. Il y a le type de bois utilisé, la taille du fût, la forme du fût, ça chauffe. Voilà, si c'est des fûts de premier remplissage qu'il faudra utiliser ou des fûts de second remplissage, tout est spécifié dans le cahier des charges. Les distilleries indiquent également le temps d'avinage, c'est-à-dire le temps pendant lequel le sherry doit rester dans les fûts qu'elle a commandés. Ça peut aller de simplement 6 mois, ce qui est assez faible, à 24 mois par exemple pour les distilleries les plus exigeantes comme Dalmore ou Macallan par exemple. Le terme de sherry, il peut désigner des vins extrêmement divers. On distingue deux grandes catégories. Les sherry, les xérès secs, qui sont des vins fortifiés à l'eau de vie. L'ajout d'eau de vie est fait après la fermentation pour augmenter la teneur en alcool. Donc à ces vins secs, il faut distinguer les vins sucrés, les vins de dessert, comme les Pedro Jiménez ou les Moscatel. Plutôt que fortifiés, on dit qu'ils sont mutés. La différence, c'est que l'ajout d'eau de vie n'est pas fait après la fermentation, mais pendant la fermentation justement pour la stopper. Cela aura pour conséquence d'enrichir la teneur en sucre du vin, l'enrichir vraiment beaucoup. Les vins secs comme l'Oloroso, comme le Fino, comme l'Amontillado, ils ont une teneur en sucre très faible, à peine quelques grammes par litre. Alors que pour le Pedro Jiménez ou le Moscatel, on peut aller sur des teneurs en sucre qui vont à plusieurs centaines de grammes par litre, c'est énorme. Et donc ces différences-là, elles se retrouvent forcément dans le profil aromatique du whisky.
Et ce d'autant plus que les arômes sucrés, le sucre, ça passe très bien du fût dans le whisky. Donc en fait, quand on dit qu'un whisky est vieilli en fût de sherry, ça nous donne très peu d'indications sur le profil aromatique final du whisky. Il va falloir creuser un peu plus et savoir exactement de quel type de sherry on parle. L'influence du sherry lui-même dans le profil aromatique du whisky, c'est une chose, mais il y a aussi l'influence du fût qui est très très importante, voire plus importante que celle du vin lui-même. C'est d'abord le type de bois utilisé. Il y a une grande majorité de fûts aujourd'hui qui sont utilisés dans l'industrie du whisky, qui sont faits en fût de chêne américain, plus abondant et moins cher. Mais il y a une part de plus en plus grande de whisky qui est vieilli dans des fûts de chêne européens. Le fût de chêne américain, il va donner une palette aromatique un peu moins riche, avec une dominante de la vanille dans le profil aromatique. Le chêne européen, lui, il va donner au whisky une palette aromatique un peu plus riche et plus intense également. Autre critère important, la taille et la forme du fût. Plus le fût est petit, plus la surface de contact entre le liquide et le fût, elle sera grande par rapport à la quantité de liquide qu'il y a dans le fût. Et donc, plus le fût donnera d'arôme au whisky rapidement. Les vins de Xérès, ils sont généralement vieillis dans des fûts de 500 litres. Des sherry butts, mais de plus en plus de distilleries optent pour des hogsheads, des fûts de 250 litres. Dans des fûts de 250 litres, le whisky a besoin de 2 fois moins de temps pour prendre ses arômes du bois et du vin de Xérès. Cette influence aura d'autant plus d'importance que le fût sera de premier remplissage. Donc il aura pu se gorger du vin de Xérès et de ses arômes. On estime que si on utilise un fût vierge, il y a 15 à 20 litres de vin qui vont être bu par le bois. 15 à 20 litres, c'est énorme, ça peut avoir une influence énorme sur le profil aromatique du whisky. On le voit, il y a donc énormément de possibilités qui sont laissées à l'industrie du whisky. Il n'y a aucune loi qui définit strictement le sens donné au terme sherry cask, fût de sherry. Ni dans la loi espagnole, ni du côté de la Scotch Whisky Association. Un whisky vieilli en fût de sherry, cela peut désigner aussi bien des fûts ayant contenu un vin qui a respecté les méthodes de fabrication et la zone de production, aussi bien qu'un vin qui n'a respecté que l'un ou l'autre des deux critères, donc soit la zone de production du vin, le terroir donc, soit la méthode de fabrication. Cela peut même désigner un vin qui n'a respecté ni l'un ni l'autre, ni la zone de production, ni la méthode de fabrication traditionnelle. Si vous voulez en savoir plus sur cette méthode de fabrication, je vous renvoie vers les articles de Whisky Magazine qui sont très bien faits. Je me suis d'ailleurs basé sur quelques-uns d'entre eux pour faire cette vidéo. Je vous mettrai les liens dans la description. Les distilleries écossaises, elles n'ont aucune obligation de transparence, comme pour beaucoup de choses. Bon, en général, ils mettent quand même le type de sherry, c'est la moindre des choses, hein, le type de sherry utilisé lors de l'avinage des fûts. À part ça, on a rarement la précision du type de bois, fût de chêne américain ou européen, ou du type de fût de sa taille, sherry butt ou hogshead. Donc ce n'est pas une dégustation à l'aveugle, hein, je sais exactement quel whisky est dans quel verre. Le premier, c'est un Nedradour de 10 ans d'âge qui a été vieilli exclusivement dans des sherry butts. Ça laisse des traces, on le voit, regardez-moi cette couleur, on dirait du Porto. Hein. Donc c'est un whisky qui bien sûr n'est pas coloré hein, et qui n'est pas filtré non plus et embouteillé à 46 degrés d'alcool. Je ne connais pas le type de sherry utilisé et je ne connais pas non plus le nombre de remplissages d'avinage qu'ont subi les fûts avant d'accueillir le whisky. Le deuxième, je n'ai pas la bouteille et pour cause, c'est le Dalmor 18 ans, la petite fiole que j'avais déjà utilisée pour ma vidéo sur la première manche du clash entre 4 whiskies de 18 ans. Il avait terminé premier, donc ça va être un adversaire de taille. C'est pas du tout une sherry bomb, voilà, un whisky qui aurait passé tout son temps dans des fûts de sherry, loin de là. On est sur 14 ans d'abord de vieillissement dans des fûts de bourbon de premier remplissage, puis 4 ans de finish dans des fûts de sherry ayant contenu du sherry Oloroso, donc sec, et Oloroso Mathusalem, c'est-à-dire que c'est du sherry d'au moins 30 ans d'âge. On a même le nom de la bodega d'où vient le sherry, c'est une des plus renommées d'Espagne, c'est la bodega, le domaine González Baix. La grosse différence
entre les autres whiskies et le Dalmor 18 ans, c'est que c'est un whisky qui est à la fois coloré et filtré. Il est embouteillé à 43 degrés d'alcool uniquement. On trouve la bouteille autour de 250 €, c'est de pire en pire. Hein. Je passe au Glenallachie 12 ans. Donc Glenallachie, c'est une distillerie que je connais très peu. C'est une distillerie qui a été un peu refondée par une sommité dans le monde du whisky qui est Billy Walker. Et donc il y a énormément d'embouteillages de Glenallachie qui subissent des finishes, notamment dans des fûts de sherry, mais aussi d'autres types de vins, d'autres régions, d'autres pays. Il a un profil très marqué par le sherry, on le voit d'ailleurs déjà rien qu'à la couleur, qui est à peine moins foncée que celle de l'Edradour 10 ans. Sauf que lui, le whisky n'a pas vieilli intégralement dans des fûts de sherry. Il s'agit d'un mélange ici. C'est un sacré mélange d'ailleurs, parce que le whisky a vieilli dans des fûts de bourbon de premier remplissage, mais aussi dans des fûts vierges, donc des fûts de chêne vierge qui n'avaient rien contenu auparavant, et également dans des fûts de sherry Oloroso et Pedro Jiménez. Je ne sais pas combien de temps dans chaque fût, ni la proportion en fait. Si c'est tout le whisky qui est à chaque fois séjourné d'abord dans les fûts de bourbon, ça paraît très logique, puis dans les fûts vierges, puis dans les fûts de sherry, donc j'ai pas d'idée sur l'ordre, j'ai pas d'idée sur la durée, voilà, donc le processus de fabrication, j'en ai absolument aucune idée. Dernier whisky que je dois vous présenter, c'est un de mes récents achats en Angleterre, c'est un blended malt de chez Cadenhead, je l'ai acheté directement à Londres, là on a vraiment quasi aucune information sur la bouteille, à part que c'est un blended malt, des single malt de plusieurs distilleries qui ont été assemblés. Le vendeur en Angleterre m'a dit qu'il y avait énormément de distilleries qui étaient inclus dans la recette. À part ça, on a aussi une couleur très foncée, donc on sait déjà que c'est un whisky qui a été très marqué par l'influence du sherry, mais je ne connais ni le type de sherry qui a été utilisé pour aviner les fûts, ni le bois de ces fûts, ni le type de fût. Voilà, vraiment, je ne sais rien. Je ne sais même pas l'âge. La seule chose que je sais, c'est que c'est non coloré, non filtré et embouteillé à la force du fût, du coup, 53,6 degrés. Allez, donc, premier whisky, l'Edradour de 10 ans. Quasi pas d'alcool au nez, c'est déjà une première chose. Et un profil aromatique où on a quasiment que le sherry. J'ai quasiment pas le distillat, le malt au nez, mais de très très forts arômes de fruits mûrs et de noix. Un très fort côté noir, vraiment ça bombarde, de la sucrosité, de la noix, un peu de fruits noirs. Voilà. C'est uniquement du sherry et ça recouvre peut-être un peu le distillat Edradour qui pourtant est un distillat de caractère. Slanger. Beaucoup plus de puissance alcoolique en bouche. Sinon, au niveau du profil aromatique, du sherry encore. Vu la sucrosité au palais, je suis sûr que c'est des fûts de Pedro Jiménez, au moins en partie. Beaucoup de fruits très mûrs, de la noix, on sent un peu d'épices en fin de bouche. Et le distillat, on a vraiment du mal à le sentir. On a une toute fine touche de vanille. On est vraiment sur un profil axé 100% sherry, que ce soit au nez ou en bouche. Lorsque j'avais débouché la bouteille, les premiers temps, j'avais été un peu déçu par ce whisky, parce que c'est quand même une bouteille qui vaut 70 €, voire plus. Mais donc je m'étais attendu à plus de complexité. Là, on est vraiment sur quelque chose de qui va droit au but. C'est que du sherry, mais il ne faut pas s'attendre à un sherry très fin ou à un sherry très complexe. On va passer au deuxième, donc c'est le Dalmor 18 ans. 4 ans de vieillissement en fût de sherry Oloroso, donc sec. Mais complètement différent après le premier whisky. Beaucoup plus de finesse, un peu plus frais également. On était vraiment dans la sucrosité, dans les fruits très mûrs et dans la noix sur le premier whisky. Là, on est sur quelque chose de plus frais, avec des fruits plus jaunes. Donc on ressent un peu plus l'influence des fûts de bourbon de premier remplissage et du distillat. Beaucoup d'épices qui arrivent là d'un coup, avec ce côté noix de muscade. Un peu de curry aussi, j'ai l'impression, de curcuma. Et puis cette amertume du sherry, cette noix très très fine aussi. Un nez très agréable, mais qui est très fin, qui reste très fin, qui n'est pas du tout explosif. Slanger 2. Très jolie texture, très belle amertume, ce côté noix, ces épices, tout se marie parfaitement. Bel équilibre. Ça manque un peu de puissance évidemment, c'est filtré, c'est réduit à 43 degrés d'alcool. Un whisky enveloppant, qui enveloppe tout le palais, sans ce côté un peu bourrin du premier whisky, et une longueur en bouche surtout, voilà. Donc c'est sûr qu'on est sur un degré de finesse largement supérieur au premier whisky. Si on fait fi du prix, si on fait fi
de tout le côté marketing agaçant de Dalmor, là ça reste un très très bon whisky. Troisième whisky, donc il s'agit du Glenallachie 12 ans. J'avais surtout hâte de le comparer à l'Edradour 10 ans parce que pour moi ils avaient des profils un peu similaires. Comme d'habitude dans le whisky, on pense que deux whiskies ont un profil similaire et quand on les compare vraiment, on se rend compte que non. Beaucoup moins de sucrosité qui remonte du nez, plus de fraîcheur, une amertume aussi un peu plus prononcée. Côté noix également, un nez assez agréable et comme il arrive en troisième position, le gros défaut que je lui trouvais à ce whisky c'était la puissance alcoolique qui restait assez sensible au nez comme en bouche, et bien là elle a quasiment disparu. Donc c'est un nez que je trouve vraiment agréable, que je classe devant l'Edradour et assez proche du Dalmor, Slange 3. C'est intéressant, on ressent beaucoup plus le distillat dans le Glenallachie que dans l'Edradour. On a un côté vanille, l'influence du fût vierge, le côté boisé qui ressort aussi, et qui se marie bien avec le sherry, donc le sherry Oloroso et le sherry Pedro Jiménez. Donc on a une petite sucrosité, mais qui n'est pas très présente, qui est bien équilibrée, avec l'amertume de l'Oloroso, les fruits noirs. Le côté noix est plus présent au nez qu'en bouche, mais ça ne me dérange pas du tout parce qu'on a quand même cette petite amertume qui vient compenser. Ce qui est plus dommageable, c'est le côté alcool. Donc c'est vraiment le gros défaut de ce whisky. C'est dommage parce que c'est un whisky qui est plus complexe que l'Edradour. Et ça, je pense que c'est dû à la multiplicité des fûts utilisés, mais assez décevant en termes de longueur en bouche. On va passer au dernier whisky. Donc c'est celui que je connais le moins, je l'ai goûté une fois dans la boutique en fait, le Blended Malt de Cadenhead. Je suis assez impatient de le comparer aux autres. Un nez qui se rapproche de celui du Glenallachie je trouve. 53,6 degrés d'alcool, on les sent un peu, mais pas trop, ça va. Un nez assez fin, moins explosif que celui du Glenallachie, quand même assez plaisant, mais je m'attendais à mieux. J'avais un meilleur souvenir dans la boutique, ça c'est l'environnement, ça joue toujours. Petite amertume, de la noix, quasi pas de distillat, enfin je sais pas quel distillat est impliqué, c'est surtout ça. Slange 4. Je suis un peu déçu, je le cache pas, j'avais un meilleur souvenir dans la boutique, faudra peut-être que je le reprenne. On sent quand même un potentiel dans ce whisky, bonne texture, bonne longueur en bouche. Il y a des fûts de Pedro Jiménez c'est sûr, mais il y a aussi je pense une bonne partie de fûts de sherry sec, parce qu'on a un fruité qui est moins lourd, des fruits moins mûrs, plus de fraîcheur et un côté noir moins présent que dans les autres. Donc je me demande s'il n'y a pas quand même des fûts de Bourbon qui sont impliqués là-dedans parce que j'ai un petit côté vanille et une petite fraîcheur. J'ai juste l'impression que la teneur en alcool inhibe un peu le profil aromatique. Une dimension qu'on n'avait pas dans les trois autres, c'est un petit côté salin, j'ai l'impression. Un mélange qui est assez agréable, mais ça manque un peu d'équilibre, ça manque un peu de complexité. Bon, maintenant que j'ai bien goûté les 4 whiskies, que j'ai une idée de leur profil aromatique et des différences qu'il y a entre eux, je vais essayer de les classer. Je sais déjà que l'Edradour sera dernier, que le Dalmor sera premier, 2 et 3, le Glenallachie et le Cadenhead, ils se tiennent quand même. Je dirais que je préfère la finesse du profil aromatique du Cadenhead, mais du coup comme il est à 46 degrés, certains soirs j'irai peut-être plus vers le Glenallachie parce que j'ai besoin d'un whisky qui est peut-être moins difficile à décortiquer au palais, voilà, qui demande moins de concentration. Donc là c'est vraiment une question de goût. Et je pense une question de conditions d'humeur. Voilà, donc mon classement, premier Dalmor 18 ans, c'est pas une surprise. Deuxième Cadenhead, un peu déçu au départ. Je l'ai payé assez cher quand même le Cadenhead. Donc en livres sterling, ça faisait je crois 55 livres, donc on est sur une soixantaine d'euros. Bon, c'est à peu près le prix du Glenallachie finalement, donc ça se tient. Et dernier, l'Edradour. En fait, j'entends énormément de bonnes choses sur la distillerie Edradour, mais pour le moment, j'ai goûté le 10 ans, j'ai goûté celui-là, le 10 ans donc de la gamme permanente. J'ai goûté celui-là et franchement je suis pas épaté quoi. C'est un whisky certes qui a du caractère mais qui est ni très équilibré pour moi ni très complexe. Donc voilà, dernière place pour l'Edradour. Encore une fois c'est une question de goût, je suis sûr que parmi vous il y a peut-être des amateurs de cette distillerie. Je m'excuse auprès d'eux mais moi voilà, c'est moins mon truc. L'un des enseignements de cette dégustation c'est que maintenant je pense que je vais arriver à bien faire la différence entre des whiskies qui ont vieilli uniquement dans des fûts de sherry secs, Oloroso, Amontillado, Fino, et dans des fûts de sherry qui ont vieilli dans des fûts de Pedro Jiménez. Le Pedro Jiménez, franchement, si c'est pas bien équilibré, ça a vraiment tendance à masquer les autres composantes en fait aromatiques du whisky.
Voilà, fin de la dégustation, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette nouvelle vidéo de Malte à propos. J'espère que vous aurez pu apprendre 2-3 petites choses encore en la regardant. J'espère que ça vous aura donné quelques nouvelles idées d'achat de whisky. Je prépare mes prochaines vidéos. À venir, la manche 2 du meilleur whisky de 18 ans d'âge. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on a dépassé les 70 abonnés, ça continue de grimper. N'hésitez pas non plus à lâcher un commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à me dire quel est votre whisky vieillant fût chéri préféré. En attendant, bien sûr, le plus important, portez-vous bien. Ciao.